il y a une affinité fondamentale entre l'œuvre d'art et l'acte de résistance. Alors là, oui, il a quelque chose à faire avec l'information et la communication, oui, à titre d'acte de résistance. Quel est ce rapport mystérieux entre une œuvre d'art et un acte de résistance, alors que les hommes qui résistent n'ont ni le temps, ni parfois la culture nécessaire pour avoir le moindre rapport avec l'art? Je ne sais pas. Malraux développe un beau concept philosophique. Malraux dit une chose très simple sur l'art, il dit « c'est la seule chose qui résiste à la mort ». Je dis, revenons à mon truc tout à l'heure, au début, sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la philosophie, on invente des concepts. Ben, je trouve que là, c'est la base d'un assez beau concept philosophique. Réfléchissez, oui, qu'est-ce qui résiste à la mort? Ben oui, sans doute. Il suffit de voir une statuette de 3000 ans avant notre ère pour trouver que la réponse de Malraux est plutôt une bonne réponse. Mais on pourrait dire, alors, moins bien, mais du point de vue qui nous occupe, ben oui, l'art, c'est ce qui résiste. C'est ce qui résiste. Et c'est peut-être, non pas la seule chose qui résiste, mais c'est ce qui résiste. D'où le rapport si étroit entre l'acte de résistance et l'art, et l'œuvre d'art. Tout acte de résistance n'est pas une œuvre d'art, bien que d'une certaine manière elle en soit. Toute œuvre d'art n'est pas un acte de résistance, et pourtant d'une certaine manière, elle l'est. C'est qu'une chose m'attriste profondément, c'est à quel point peu de gens peuvent accéder aux opérations de l'art, aux opérations de la littérature, du fait des injustices considérables dans l'accès à ces formations-là, l'accès aux études littéraires, artistiques, etc. Ce qui fait que j'ai toujours trouvé que poser la question, comme le fait Rancière, en termes d'égalité des intelligences est un peu hypocrite, puisque bien sûr les intelligences sont égales, mais qui peut accéder à ces formes d'esprit, à ces formes d'élaboration culturelle? Seulement les bourgeois dans l'ordre actuel. Et ceci m'exaspère, parce que du coup, quand on laisse les dispositifs tout repliés, on considère qu'on s'adresse uniquement à des gens qui peuvent entrer dans les dispositifs, qui ont les moyens de la lecture de ces dispositifs, parce que scolairement, ils ont pu y accéder, ou par leur famille, ils ont pu y accéder. Donc, en fait, lorsque je développe ces dispositifs, en les utilisant toujours, en les utilisant pour mon propre compte, il s'agit pour moi aussi de casser cette barrière autant que faire se peut. Je ne me fais pas d'illusions sur qui lit des livres de littérature, étant donné les violences symboliques qui ont été construites par ces différences de scolarisation possibles. Mais j'essaye autant que faire se peut de, à ma façon, là où je peux, rendre lisibles ces opérations-là. Dire que, voilà, il y a des essais de sortir, en gros, de sortir du rôle du rôle qu'on attend de nous, quoi, pour le dire très très vite, quoi. D'une certaine façon, si je peux dire que moi-même je participe de ça, mais de façon très très modeste, c'est dans la mesure où je fais pas ce qu'on attend de moi, comme d'une certaine façon, c'est-à-dire que bon, il y a une demande sociale très forte comme ça du rôle de l'intellectuel, que sais-je, etc. À laquelle j'ai toujours essayé un petit peu de résister. Et bon, voilà, il y a des artistes qui essayent de résister au rôle de l'artiste, qui par ailleurs, extraordinairement sollicité pour toutes les grandes fêtes de la République, les Jeux Olympiques et tout ça. Bon, pour tout, voilà, on est quand même, tous ceux qui ont ça, une espèce de forme de visibilité dans la société, quoi. Voilà, on leur demande de contribuer un petit peu à décorer de leur pensée ou de leur pratique artistique. Voilà, disons cet ordre du monde, quoi. Et bon, là, on essaye un peu d'y échapper. On essaye de rappeler que la liberté est loi, mais que l'égalité est toujours effectivement toujours active, quoi. Donc moi, ce que j'ai toujours essayé de faire, mais c'est pas
pas grand-chose. Hein. C'est effectivement de lutter contre la vision de la nécessité. De la nécessité qui pendant très longtemps a été portée par les révolutionnaires, qui maintenant est portée par l'ordre dominant, quoi. Et voilà, de dire après tout, oui. On peut faire autre chose, on peut vivre autrement, c'est pas absurde. Il n'y a pas une rationalité des choses qui fait que tout ça est absurde. Mais bon, c'est pas grand chose, mais apparemment il y a quand même des gens que ça aide, y compris des gens qui font des choses plus pratiques, plus offensives que moi, que ça aide. Et pour la question de savoir à qui ça s'adresse, du coup, alors en effet, tu m'as entendu le dire et je le dis sans arrêt. L'art en général, la littérature en particulier, c'est quand même une pratique bourgeoise. Je me fais aucune illusion sur cette chose, même si moi c'est pas de là d'où je viens. Par conséquent, quand on se retrouve à faire de la littérature, on peut savoir que nous avons des conditions de persévérance suffisantes pour pouvoir le faire comme des petits bourgeois, sinon ce serait pas possible. Donc à cet égard, c'est désolant. Je trouve que les pratiques artistiques à cet égard sont désolantes et que c'est pour ça aussi que j'insiste sur tout ce que je raconte. Il faut avoir à cœur de s'extraire du slavatsoi bourgeois dans lequel ces pratiques nous plongent automatiquement. Voilà, si tu veux avoir une réponse précise. Donc moi, tout mon effort d'analyse macroéconomique, c'est une manière, bon, ça répondait à ma situation de détresse salariale, hein, comme les gens dont je parle dans mes livres, donc je ne parle pas depuis un isolat artistique, c'est pas là où je suis, mais je pense que l'autonomie du champ, pour le dire précisément, vous voyez ce que c'est que l'autonomie du champ au sens de Bourdieu ? Je sais pas, tu t'en as parlé. L'autonomie du champ au sens de Bourdieu, en fait, c'est ce qu'il travaille dans son livre qui s'appelle Manet. Je pense que vous devriez tous lire ça, c'est un livre absolument merveilleux, dans lequel il essaye de raconter comment Manet, mais aussi Baudelaire, Gautier, etc., ont profondément transformé la grammaire de la production artistique parce qu'ils ont essayé de dégager les logiques propres au champ artistique du reste des logiques du corps social. En l'occurrence, il s'agissait surtout de les dégager des logiques de l'argent et de l'industrie capitaliste qui était en train de les financer massivement. Donc après, il faudrait entrer dans le détail de leur stratégie, tout est plus ambigu qu'il n'y paraît, bien sûr, mais en tout cas, c'est un geste fondateur qui crée ce qu'on appelle l'autonomie du champ, ce qui fait qu'à l'intérieur, ce serait aussi une manière de te répondre, à l'intérieur du champ littéraire, on a certaines pratiques qui à l'extérieur semblent aberrantes, pareil pour vous dans le champ de l'art contemporain, et c'est tout à fait indispensable d'avoir cette autonomie pour ça, parce que ça nous permet, nous, de continuer à aller dans le sens de nos pratiques sans se laisser entamer par les exigences, pas seulement des puissances financeuses, mais de tous ces slavatsoi que j'évoque depuis tout à l'heure. Par exemple, moi je suis très proche de groupes d'extrême gauche avec qui je vais dans des grèves, dans des trucs, dans des machins. Et bien pour les gens qui font pas de la littérature, nos trucs, ça semble tomber de la lune, vraiment. Et ils se demandent bien pourquoi on fait ça. Et quand ils ont lu Trotsky, ils ont appris par Trotsky qu'il fallait respecter ça parce qu'il y avait une force politique là-dedans. Mais c'est vraiment par confiance en cet intellectuel-là, vous voyez. Parce que sinon, on leur explique la différence entre un film j'ai pas d'idée, mais de Jean-Luc Godard, celui que tu as montré la dernière fois, et un film militant. La différence pour eux ne fait pas spécialement sens. Donc c'est là qu'on a besoin de l'autonomie du champ pour maintenir ces pratiques. Mais, et c'est là que je peux répondre très précisément à ta question, le grand danger de l'autonomie du champ, pour moi c'est ce qui s'est produit au cours des années qui ont suivi les années 70 et à mesure que le néolibéralisme s'installait. Mark Fisher en est l'illustration, j'ai l'air de m'acharner sur Mark Fisher, mais en fait il est vraiment symptomatique de ça, c'est que on finit par être tout seul dans notre bulle, on a l'impression qu'on n'est pas concerné par le reste du corps social, en tout cas pas au même titre, et se produit ainsi une séparation, à mon avis totalement dramatique, entre les artistes, je dis artistes au sens large, hein, cinéastes, auteurs, etc., et le reste de la société. Et qui fait qu'au bout d'un moment, on est simplement, le champ artistique devient la courroie de distribution de la bourgeoisie, du grand capital. En plus, il se trouve que c'est le grand capital qui nous finance, donc c'est très bien. Comme ça, la boucle est bouclée. Donc je pense que, pour te répondre, moi, l'essentiel de mon effort, c'est d'avoir deux manières de faire. D'abord, d'être avec la classe travailleuse quand elle le combat, d'être dans tous les mouvements politiques où je peux être et d'essayer de faire quelque chose, mais et d'essayer aussi, si on peut, mais pour le moment on n'y arrive pas trop, de rassembler les artistes autour de quelque chose et de trouver une nouvelle place. Et deuxième chose, dans mes livres, de rompre l'isolat dont je suis en train de parler. Ce qui est intéressant
dans la culture, mais pas que, on le trouve aussi dans la production d'aliments, par exemple, c'est qu'il y a énormément de dissidents. Par dissidents, j'entends des personnes déterminées à ne produire que selon leur éthique, déterminées à ne pas travailler sur des objets et avec des modalités avec lesquelles ils sont en désaccord. Ce qui, encore une fois, ne caractérise pas la majorité, ni des travailleurs, ni de nos organisations, qui sont aujourd'hui plutôt dans la gestion de la souffrance au travail plutôt que dans sa suppression. Et ces personnels alternatifs, déterminés à ne pas produire de merde pour le capital, sont nombreux dans la culture. Et ils sont nombreux aussi dans la production d'une production alimentaire alternative. Nicolas faisait allusion à des sécurités sociales de la culture, de l'alimentation, du transport de proximité, en fait, etc. Nous avons aujourd'hui des tas de travailleurs qui ne jouent plus le jeu. Plus fréquent peut-être dans la jeunesse que dans les générations qui sont les miennes, mais en tout cas déterminés à ne travailler que selon leur éthique. Et pour moi, ce sont des communistes. Si par communisme, on entend précisément ce qui remplace le capitalisme, c'est notre impuissance par rapport au travail, c'est l'organisation de notre impuissance. Le communisme, c'est notre souveraineté sur le travail.